je pense que les trois interventions de Sophie Emery, Bertrand Galichon et Claire Georges posent le problème de ce qu'est une institution. De manière très simpliste, premièrement, sous prétexte qu'il y ait le Covid, pas de malades, pas de personnes précaires, en oubliant que normalement, à l'hôpital, il y avait dès le départ, pas seulement que le soin, il y avait aussi la valeur d'assistance. Cette prestation était fondamentale et avec l'émergence des hôpitaux high-tech, on a complètement oublié et il a fallu réintégrer les passes. Donc on peut se demander par rapport à ce que nous disait Sophie Emery, qu'est-ce que ça veut dire que fermer les passes? C'est donc nier en quelque sorte, d'autant plus que ce sont les personnes sûrement étant les plus précaires qui risquent eux-mêmes de s'infecter et disséminer ensuite au cas où, n'étant pas suivis. Bertrand Galichon, le problème de l'institution, je le vois encore là. Comment un hôpital de l'assistance publique, en plus, l'hôpital de Paris, puisse décider qu'un patient ne reviendrait jamais pour des problèmes administratifs. C'est assez étonnant dans la compréhension, dans le travail à faire avec l'autre. Et comme cela, il l'a dit lui-même, il y a aussi la possibilité, comment dire, de faire intervenir le procureur et pour son bien éventuellement, si on pense réellement qu'on est dans son droit. Et Claire, là, Claire Georges, de la même manière, montre comment quelqu'un qui aurait pu bénéficier des soins palliatifs se retrouve X temps après retourné en soins palliatifs, quelque part un peu plus mal qu'il n'était, et avec en plus une dépense, parce que bien sûr tout ceci est fait parce que le problème serait éventuellement les clous, les coûts qui seraient, etc. Et c'est vrai qu'une belle évaluation médico-économique qui serait du patient de Claire Georges montrerait au grand maximum que les prises de décision ne sont pas les mêmes. Alors, je ferai référence, moi, à ce fameux livre, Soi-même comme un autre, de Paul Ricoeur, qui, justement, pendant une cinquantaine de pages, définit justement ce qu'est une institution et à partir duquel tout ce qu'on appelle le sentiment, la valeur de justice, ce sont les institutions justes, n'est-ce pas, dans lesquelles, normalement, les institutions devraient garantir la prise en charge. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que vous interveniez rapidement, et les uns et les autres, par rapport à ce problème de structure, parce que quand on regarde la méthode simple, elle n'est pas si simple que ça, elle est très bien, bien sûr, mais elle réside en vous-même, c'est-à-dire qu'elle n'implique aucunement l'institution, du moins, ou alors je n'ai pas bien vu, c'est-à-dire je ne vois pas l'assistance publique, je ne vois pas la direction de l'hôpital de Nanterre, je ne vois pas ces différentes institutions en rapport avec leurs obligations, je dirais, comment dire, se mobiliser. Essayer, d'autant plus s'il y avait de calculer des éléments médico-économiques qui viendraient peut-être montrer en quoi cela coûte peut-être en définitive plus cher. Je vais peut-être demander à Sophie en premier. Sophie, oui. Que penses-tu par rapport à ce rapport à l'institution quand même et aux difficultés ça demande une résistance telle que Didier Sicard en parlait, puisqu'il parlait que l'éthique, c'était de résister. C'est vrai que il faut résister, oui, il faut résister entre ce qui nous semble bien et pour continuer à faire notre travail dans de bonnes conditions et quand même avoir cette idée que si on fait que ce que l'on veut ou ce qu'on estime bien pour la personne, ben, on met de côté le côté économique et le coût que ça représente pour notre institution, mais si c'est pas pour l'hôpital, c'est pour la sécurité sociale, donc de toute façon, il y a un coût quelque part pour quelqu'un.
Et c'est vrai que il faut un peu résister à l'idée de faire tout juste sous prétexte que c'est rentable ou pas rentable. Et en même temps, on a bien conscience que si on fait tout le temps abstraction de ce coût, on risque aussi nous-mêmes de saboter notre système parce qu'il va arriver à saturation. On ne peut pas non plus estimer que c'est gratuit. Donc, c'est vrai que les réflexions de Claire et puis de notre collègue des urgences, c'est ça, c'est nous, on estime que la bonne manière de faire, c'est ça, mais on est forcément confronté d'un autre côté à la direction, à l'institution et à ce qu'elle nous impose en termes d'efficacité. Et on lutte aussi à la passe pour ne pas rentrer dans un système de T2A et de tarification à l'acte, parce que évidemment qu'on n'est pas rentable. Enfin, si on nous demande d'être rentable, on ferme même avant de se poser la question. Par contre, je pense qu'on est rentable en termes de prise en charge des patients, de soins, de ce que ça implique et probablement de ce que ça évite à long terme aussi de passage aux urgences ou de réhospitalisation. Bien sûr, sur les trajets des patients, en plus avec le nomadisme de ces personnes, je ne suis pas sûr qu'une bonne prise en charge ne reviendrait pas éventuellement, en tout cas, elle serait plus humaine. Bertrand Galichon, alors, vous n'avez pas un caractère facile quand même, donc vous êtes dans le conflit. Comment vous voyez par rapport à l'institution, par rapport au cadre, comment cette inhumanité évidente pourrait éventuellement s'améliorer? Moi, de mon côté, je ne pense pas qu'avec les grands principes, ceci suffise. Quels sont les moyens dans ce cas-là pour des praticiens qui auparavant dirigeaient un peu l'hôpital, ils ne le dirigent plus? Comment voyez-vous un tout petit peu cette position qui est la vôtre, qui, vous l'avez dit à un moment, est-ce que c'est pour la dignité des personnes qu'on le fait ou si c'est pour la sienne? Donc là, je crois que j'aimerais avoir votre avis. Ben, je crois que c'est une question fondamentale de savoir pour qui on travaille. Est-ce que c'est pour l'autre ou est-ce que c'est pour soi? Ça peut être les deux en même temps. C'est là où c'est le plus bénéfique. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais à condition que la charité aille jusque là où elle doit aller. C'est pour ça que la méthode proposée par Claire me paraît extrêmement intéressante, parce qu'elle prend tous les acteurs en compte. Ceci étant dit, quand on regarde l'évolution de l'institution hospitalière, est-ce que aujourd'hui l'hôpital est bien au fait, est bien clair sur sa mission sociale? La question fondamentale est là. Et est-ce que l'hôpital fait du soin ou il produit des soins, ce qui n'est pas du tout la même chose, d'accord? Si on pousse la réflexion un peu plus loin, quelle est la formation que nous proposons tant à nos infirmiers qu'aux médecins? Quelles sont les modalités de cette formation? Je ne pense pas que former des gens à coups de PowerPoint et de QCM les rende plus intelligents. Un matin, dans le service, on fait des ateliers de raisonnement clinique tous les matins à 8 heures. Et en attendant les retardataires, nous sommes à la veille du deuxième test de l'ECN sur les tablettes et je leur pose la question, bon, bah alors comment ça se passe, comment vous vivez les choses? Deux réponses. Les mecs vous disent, bah, j'espère que demain ça va passer parce qu'ils ont fait peut-être bêtise de bug informatique. Niveau plancher. Et puis une externe qui me dit c'est embêtant parce que en fait, les QCM, c'est des choix, c'est pas de la réflexion. Et je dis, ma chérie, tu as tout compris. Et je crois que le problème fondamental, il est de revenir sur quels sont les termes des formations que l'on propose à nos étudiants à l'heure actuelle. Et je crois que la réponse n'est pas encore donnée et elle n'est pas prête d'être donnée. Voilà. En tout cas, merci. Et c'est vrai qu'on engage, à mon avis, les institutions par rapport à leur valeur. Il faut savoir aussi les confronter à celles-ci dans le résultat. Alors Claire Georges, ben bravo.
mais quel travail! Alors, quel a été jusqu'à maintenant de cette méthode simple, en quelque sorte, la réaction des administratifs? Est-ce que c'est fait complètement en dehors de l'administration, dans la transgression, ou est-ce que c'est, ou dans le conflit, ou est-ce qu'il y a eu une possibilité d'élaboration ensemble? Et est-ce qu'éventuellement, au cas où ça ne marcherait pas totalement, ça ne mériterait pas que la mairie elle-même ait une idée par rapport à cela, c'est-à-dire à ce qui doit normalement être fait dans une institution qui est faite à la fois par le soin, à la fois pour l'assistance, et de manière peut-être à rationaliser et ne pas avoir des patients, comme vous avez pu voir là, qui ensuite vont d'un hôpital à l'autre, etc. En quelque sorte, de manière éthique, on ne veut pas mettre les personnes dans des fichiers, mais en même temps, on serait bien content de savoir, lorsqu'ils ont été pris, ce qui a été fait ailleurs, de manière à ne pas faire des actions inutiles qui avaient été, comment dire, éliminées auparavant. Enfin, donc, il y a peut-être à comment faire corps par rapport à l'information et par rapport à ceux qui, théoriquement, nous gouvernent et gouvernent les institutions d'un territoire, c'est-à-dire la mairie. Est-ce que votre travail de simple permettrait une telle discussion? Je vais essayer de répondre de façon courte. Alors, déjà, le lien avec l'institution, il est à développer, il est à structurer. Et alors, on l'a engagé, mais le constat, après toutes ces années, c'est que la méthode, ça marche, ça, on en est certain parce qu'on le voit dans l'expérience. C'est empirique, bien sûr, mais c'est tellement évident, enfin, pour nous et même pour les collègues qui viennent. Et on voit bien, en réunion, ils viennent des fois un peu à reculons, j'ai pas le temps, et puis ils vont rester parfois pendant plus d'une heure, et on voit bien que ça répond à un besoin. Et comment dire, le problème est toujours que c'est personne dépendant, que l'administration est intéressée, on va dire, ils trouvent que c'est bien, mais ils s'impliquent plus ou moins. Donc là, on avait une personne qui représentait l'administration. Dans certaines situations, si vous voulez, ça me paraît indispensable quand il y a un enjeu financier de décider si l'hospitalisation, si l'institution accepte qu'une hospitalisation ne soit pas payée. Ce n'est pas une décision médicale, c'est une décision financière. Donc, c'est vrai que dans certaines situations, c'est essentiel qu'il y ait des représentants de l'administration, mais c'est vrai que le constat, c'est que c'est difficile pour tout le monde, y compris pour un représentant d'administration, à dire non, ce patient ne rentrera pas parce qu'il ne peut pas payer. Donc, et c'est évidemment pas le rôle des médecins. Alors, c'est ça l'idée quand même de cette méthode, de cette approche qui est en effet pour le moment encore, mais c'est petit à petit, ça commence à prendre. C'est que ça devient un vrai besoin. C'est que c'est une évidence, c'est qu'on a besoin d'être à plusieurs pour analyser ce genre de situations. Elles sont un petit peu extrêmes, mais finalement, elles représentent ces situations où on doit intégrer la situation médico-technique dans son contexte. Et si on ne le fait pas, on va faire quelque chose qui va se retourner contre les personnes. Par exemple, si vous commencez une chimiothérapie à quelqu'un qui est à la rue, ben, le risque est supérieur aux bénéfices. Donc, on y a tous intérêt. Voilà, prendre le temps au début, voir la situation, parce que de toute façon, elle va s'aggraver. Et peut-être que la crise sanitaire, enfin, peut-être elle conforte et elle va permettre de diffuser plus la méthode, parce qu'elle a bien montré l'importance d'être au plus tôt tous ensemble, parce que de toute façon, la situation, si on ne la traite pas très précocement, elle va s'aggraver. Et finalement, on se rend compte que c'est tout simple, mais c'est une évidence. Voilà, la pathologie va s'aggraver et elle ne va pas se régler toute seule. Donc, plus vite on interviendra, plus vite on l'analysera, plus vite on en parlera à la personne, plus vite on expliquera les enjeux et on donnera les possibilités aux patients de prendre la meilleure décision, pas vraiment d'être dans une logique de favoriser son autonomie. Alors, voilà, pour terminer… On va recourir à l'espérance. Si voilà, et alors peut-être que justement,
la complexité, elle augmente, la précarité augmente, les problématiques économiques, on va dire, vont augmenter. Donc, à un moment donné, on aura certainement besoin de… Ça va devenir indispensable d'avoir cette approche qui évite, qui serait le pire, ça serait de dire, bah non, pour des raisons financières, on ne va pas permettre le soin. Parce que ça serait le plus terrible. Mais on voit bien dans la situation qui a été présentée, c'est que parfois, finalement, on peut éviter à la fois surtout l'obstination déraisonnable et donc derrière des dépenses inutiles. Voilà. Et ces situations, c'est aussi des stress tests pour l'institution. Donc, j'espère que l'institution va aussi reprendre cette chance d'avoir des situations comme celle-là qui sont finalement facteurs de résilience de l'institution, parce que l'institution n'est pas prête à traiter des situations complexes comme celle-là. La situation, elle est faite pour des situations standardisées dans des cadres préexistants. Et voilà, donc j'espère en effet, voilà, c'est ce message d'espoir, c'est que ce genre de situation, elle nous aide à adapter le système hospitalier aux situations qui sont de plus en plus fréquentes, qui sont des situations complexes de plus en plus fréquentes. Merci, je pense qu'on peut vous remercier tous les trois.